Merci d'être là en ce matin de chaleur. Vous êtes, comme vous le savez maintenant, depuis 4 jours au Festival des sciences sociales de l'EHESS, Allez savoir, première édition. Et on est très, très heureux donc, de poursuivre cette série de tables rondes, de spectacles, de films. Et je profite pour le dire tout de suite avant d'oublier. Juste après cette table ronde aura lieu une projection débat autour des films de Momoko Seto avec Pierre-Olivier Dittmar et Sophie Houdard sur la question de l'infiniment petit. Donc on va poursuivre en quelque sorte en images la discussion engagée ce matin. Donc vous le verrez sur le programme, nous étions censés être 4 ce matin. Mais malheureusement, pour des raisons de famille, Estelle Zong n'a pas pu se joindre à nous. Je dis quand même quelques mots sur Estelle, qui est historienne de l'art et qui travaille depuis des années sur la question des paysages. Et voilà, donc c'est vraiment regrettable qu'elle ne soit pas avec nous. Mais la table ronde va donc se transformer en dialogue, et j'en suis ravie, parce que c'est une forme aussi... intéressante, en dialogue entre mes 2 invités, donc Stéphane Van Damme et Emanuele Coccia, dont je vais vous dire quelques mots. Donc Stéphane Van Damme est historien des sciences, historien de la modernité, professeur d'histoire des sciences à l'Institut universitaire européen de Florence, dont il dirige la chaire depuis maintenant 6 ans. Et il est l'auteur d'une œuvre considérable sur la modernité, les sciences modernes du XVIIe au XIXe siècle. Il a notamment publié récemment Métropole de papier, naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres. Et puis également le livre À toute voile vers la vérité, une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières. Il a également dirigé de très nombreux ouvrages, et notamment un ouvrage de référence pour nous en histoire des sciences, qui est l'histoire des sciences et des savoirs avec Lorraine Daston. Emanuele Coccia, quant à lui, est philosophe. À l'origine, il a travaillé sur la philosophie médiévale, sur la théologie. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment La vie sensible, et puis le grand livre qui a été un peu un phénomène, on peut le dire, il y a 2 ans, La vie des plantes, une philosophie du mélange, qui est un ouvrage, il me semble, qui a participé, en tout cas très, très fortement, à la redécouverte de l'importance des plantes pour penser le monde humain, pour penser la Terre, pour penser plus généralement la philosophie de la nature. Et donc c'était tout naturellement avec ces 2 intervenants-là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on aborde la question des plantes ici à Marseille dans ce festival. Alors je le disais, un intérêt grandissant pour les plantes dans la pensée contemporaine, en philosophie bien sûr, mais aussi en histoire, en littérature, en théâtre, en anthropologie. On ne compte plus le nombre d'ouvrages qui s'intéressent depuis quelques années aux plantes, mais aussi aux champignons, aux arbres, enfin à la vie végétale très généralement. Et l'une des questions qui se pose avec ce regain d'intérêt, c'est vraiment de comment considérer, comment nommer cette vie des plantes, ce monde des plantes que l'on découvre beaucoup plus organisé, beaucoup plus subtil, beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on pouvait être tenté de leur attribuer autrefois. En tout cas, la question se pose de savoir comment nous considérons ces plantes, comment nous considérons leur subtilité, au point d'ailleurs de leur prêter des capacités proprement humaines, et notamment la capacité à faire société. On a beaucoup parlé récemment des mécanismes permettant aux arbres de communiquer, par exemple. Vous avez vu passer, bien sûr, ces grands livres sur la vie des arbres. Et j'ai été frappée à une autre échelle de ce que disait l'écologue Jacques Tassin lorsqu'il parle de la manière dont les feuilles d'un arbre s'échangent des informations tout en restant elles-mêmes indépendantes, au point de constituer... L'arbre constitue une sorte de fédération. Donc, vous voyez, à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'une forêt ou à l'échelle d'une seule plante, on en vient à utiliser des termes qui semblent être des termes proprement humains. Donc, quel est vraiment le statut de ces métaphores humaines, sociales, politiques, qui nous aident à penser le monde des plantes
au point de transformer la définition du terme de nature, au sens moderne de naturalisme. Au point de nous obliger, on l'a beaucoup dit depuis quelques jours, de nous obliger à repenser radicalement cette coupure entre le monde humain et le monde naturel. Donc se demander, c'est notre question aujourd'hui, se demander si les plantes font société, est-ce que c'est une oxymore, finalement, entre le monde humain et le monde des plantes, ou est-ce que c'est une métaphore pertinente, une métaphore peut-être au contraire abusive, qui témoigne à nouveau de notre anthropocentrisme maladif? Voilà certaines des questions qu'on va aborder ce matin. Alors je commence avec toi, Stéphane. Donc cette société des plantes, est-ce que c'est un nouvel anthropocentrisme pour les sciences sociales? Bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer, avant de répondre à la question, le plus simplement possible, par dire que je vais parler au nom d'une double incompétence. D'abord, je ne suis pas spécialiste de la botanique, de l'histoire des plantes, à proprement parler. Et par ailleurs, je ne suis pas non plus, je suis nul en jardinage, et je pense que si ma grand-mère et ma mère étaient là, elles rigoleraient bien. Donc j'ai pas la main verte du tout, donc on va prendre les choses malheureusement d'une manière un peu plus intellectuelle. J'en suis absolument désolé, mais la dimension pratique fera sans doute un peu défaut. Ce qui est intéressant dans l'intitulé de la table ronde, c'est effectivement de prendre au sérieux cet énoncé qui est vraiment un énoncé très provocateur, évidemment. Les plantes font-elles société? Bon, si on fait un sondage sur le trottoir d'en face, tout le monde va rigoler, personne ne va prendre la question au sérieux. Or, en tant qu'historien des sciences, ce qui m'intéresse, c'est de voir que des dizaines de groupes de recherche dans le monde entier travaillent sur ces questions. C'est-à-dire que côté sciences dures, il y a un intérêt, une volonté d'embrasser un agenda de recherche du côté d'un anthropomorphisme radical. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme non seulement est au centre de la recherche, mais même il dessine les hypothèses de travail, les directions d'enquête. Et donc cet anthropomorphisme, il est vraiment déterminant, en particulier dans une configuration scientifique nouvelle autour de la neurobiologie, par exemple. Donc sans doute, vous connaissez beaucoup des noms de ces neurobiologistes, comme l'italien Stefano Mancuso, qui est professeur à l'Université de Florence. Mais en fait, il y a toute une série d'auteurs. Je vais juste les citer, citer 5 noms, juste pour que... Et vous irez ensuite sur Google, Wikipédia, et vous verrez que ce sont des stars, des stars mondiales. Ils font des conférences un peu partout dans le monde. Donc, en dehors de Stefano Mancuso, on a Anthony Tree-Wallace, qui était professeur à l'Université d'Édimbourg, donc un Écossais. On avait František Baluska, qui est professeur à l'Université de Bonn. Donc, on a partout en Europe ces grands noms, ces grands laboratoires, ces grands programmes qui cherchent, qui essayent de comprendre de quelle manière, en fait, les plantes font société. C'est-à-dire qu'ils vont moins répondre à la question « est-ce que les plantes font société ?» qu'à la réponse « comment les plantes font société ?» Et donc cet anthropomorphisme radical, il est vraiment très intéressant à analyser. Pourquoi? Parce qu'avec les plantes, on a une tension absolument, en termes d'échelle, absolument extraordinaire, entre le fait que la couverture végétale du monde, c'est 99% de la biomasse, donc c'est quelque chose qui est massif, qui est partout. En même temps, quand on parle de plantes, on a immédiatement, métaphoriquement, intuitivement, on a plutôt une représentation qui est du côté du petit, du fragile, de l'éphémère. Donc on a une condition anthropologique très particulière, si j'ose dire, pour ne pas dire ontologique, de ces êtres végétaux. Alors, évidemment, la difficulté, c'est, tous ces scientifiques empruntent
aux sciences sociales, hein, largement leur vocabulaire et leurs concepts. Hein. Donc ça, c'est un phénomène qui est très ancien. Hein. La botanique, depuis, j'allais dire presque toujours, hein, a eu recours à des métaphores, à des concepts qui venaient de la description de sociétés humaines. Hein. Si vous pensez par exemple au concept de famille, hein, qui est utilisé depuis très longtemps en botanique, hein, si vous voulez, la botanique a toujours été fille de son temps. Hein. D'une certaine manière, elle a toujours été en accord, en alliance avec des sciences qu'on pourrait dire sociales, avant l'heure. La difficulté, c'est si on se place du côté des sciences sociales, la notion de société, elle est beaucoup moins sûre d'une certaine manière. Alors si on a du côté des sciences dures une sorte d'évidence, du côté des sciences sociales, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, la notion de société, enfin, une vingtaine d'années, je suis gentil, mais une trentaine d'années, la notion de société, elle est radicalement remise en question, hein, par les sciences, la sociologie, les sciences politiques. Donc c'est peut-être ce qu'on va essayer de voir durant ce débat, c'est dans quelle mesure justement dans ce dialogue il y a une autre manière aussi, hein, d'enrichir d'une certaine manière du point de vue des sciences sociales le débat qui nous est proposé par les sciences dures. Et donc c'est un petit peu dans cette orientation que je voudrais me situer, plus comme un historien des sciences d'une certaine manière. Et alors quand je dis historien, évidemment, la difficulté est redoublée par le fait que si on prend en compte le temps long, ce que ne font pas ces neurobiologistes, évidemment, qui travaillent sur le présent, on a évidemment la difficulté de penser la nature comme une nature évolutive, changeante. Hein, car qu'est-ce que c'est que ces plantes ? Alors, est-ce qu'on prend les plantes d'aujourd'hui ? Mais que fait-on des plantes qui ont existé il y a plusieurs millénaires ? Donc ça, c'était des questions très présentes au début du XVIIIe siècle. Hein, par exemple, vous avez tout un programme de recherche, si j'ose dire, sur la fougère. La fougère, on en a trouvé des traces fossilisées au début du XVIIIe siècle. Donc ça a permis à beaucoup de botanistes de réfléchir et d'une certaine manière de contrecarrer une vision de la nature statique qui était celle d'une nature révélée. Hein, la nature divine révélée par Dieu, dont il suffisait juste de faire l'inventaire. Mais elle était là, tout entière, stable, hein, depuis la création du monde. Alors évidemment, on n'a plus cette certitude-là. Hein. On n'est plus dans cette idée de la constance de la nature, hein, qui était la grande formule de Linné au XVIIIe siècle. On est justement dans une nature processus, dans une nature qui change. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on considère que les sciences sociales, c'est penser le changement de la société, le changement de l'agrégation sociale, là, on a quelque chose de très intéressant. Voilà, je m'arrête là pour le pro. Emmanuel, cette métaphore-là de la société des plantes, qu'est-ce que tu en fais, toi, dans ton travail ? Parce que tu as beaucoup travaillé aussi à partir des travaux des scientifiques, justement, des agronomes, de la botanique. Donc, qu'est-ce que tu fais de cette présence-là de la métaphore sociale dans le champ des sciences dures et dans ton propre travail philosophique ? Et moi, si je peux, je voudrais dissentir un peu ce que Stéphane a dit et renverser les problèmes. Le problème, l'anthropomorphisme, ce n'est pas dans la volonté de retrouver une société chez les plantes. Il y a un anthropocentrisme et qui n'est même pas un anthropocentrisme, c'est un vrai zoocentrisme qui a empêché pendant pas mal de temps de penser que la société, l'intelligence, la sensibilité soit quelque chose qui affecte les plantes. En fait, le fait qu'il y ait deux rapports sociaux parmi les êtres non humains, c'est une évidence qui s'est imposée aux humains depuis toujours. Et Stéphane a parlé à juste titre des empreintes de sciences de la nature, botanique, zoologie, des sciences sociales, mais c'est vrai aussi et parfois surtout l'inverse, c'est-à-dire les sciences sociales ont souvent tiré des exemples, des métaphores des sciences de la nature, de l'observation de la nature. Même ce qu'on appelle libéralisme est né à partir d'une grande fable autour des abeilles, juste pour donner l'exemple le plus comment dire, l'ordre moral qui est propre au libéralisme part de
cet apologue de Mandeville sur les abeilles. Donc il y a toujours, ou Hobbes, etc., il y a toujours un aller-retour entre les sciences sociales et les sciences de la nature. Même la fondation de la science sociale moderne, à travers Auguste Comte, passe par l'empreinte de la part d'Auguste Comte du concept de milieu qui venait d'être formulé par Linné, par Lamarck. Donc en fait, sciences sociales et sciences de la nature sont dans un dialogue secret, dans une espèce de totémisme inversé qui fait qu'on utilise les formes de la société humaine pour comprendre les sociétés non humaines et les formes de la société non humaine pour comprendre les formes de la société humaine, en fait. Et d'ailleurs, l'écologie naît comme sociologie non humaine, en fait. Comme, au fond, l'interrogation principale de l'écologie, c'est quelle est cette société des sociétés faite par toutes les espèces de la Terre, en fait. Et évidemment, c'est une question qui déjà impose une forme de socialité au non-humain. Comment dire, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas non plus une projection, c'est un fait. Il y a une cohabitation propre aux êtres végétaux, on parle ici de plantes, qui non seulement a été constatée depuis toujours, il y a les forêts, il y a des interactions, mais qui ont été très très importants, par exemple, dans l'essor de l'écologie moderne, en fait. À partir du début du XXe siècle, pour comprendre les interactions entre les êtres non humains en général, on s'est très très vite, au fond, adressé à deux formes paradigmatiques. D'un côté, les formes d'interaction qu'on est propre au lac, en fait, parce que c'était un milieu fermé, donc c'était facile de comprendre les interactions, surtout entre les animaux, et ce qu'on appelait la biocénose à cette époque, c'est-à-dire la communauté des vies entre les êtres qui vivent dans un lac. C'était un milieu facilement, clos, facilement traçable. Donc tous les premiers travaux de l'écologie portent sur ce milieu-là. Et ensuite, l'autre grand programme des recherches porte sur la communauté des plantes, en fait, la forêt, mais pas que. Pourquoi ? Parce que dans les cas des plantes, et ça c'est un thème qui revient jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant-hier, jusqu'au livre qui a déterminé un peu les retours des plantes dans les débats publics, parce que les plantes font communauté sans qu'il y ait cet aspect fondamental des communautés non humaines qui est l'hostilité due au fait que les êtres non humains, mais même les êtres humains, lorsqu'on s'interroge sur les relations interspécifiques, il y a la prédation, il y a le fait que en fait, les animaux se mangent entre eux et mangent les plantes. En fait. Les plantes ne sont pas obligées à se manger entre elles. En fait. Elles sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à vivre à travers la lumière du soleil, le CO2, l'eau et un peu d'azote. Donc elles incarnent une forme de communauté idéale, en fait, d'un point de vue moral, parce qu'ils se font pas... Ils se font une guerre, mais une guerre beaucoup moins violente et idéale, parce que du coup, on peut suivre en communauté de manière plus facile, en fait. Donc voilà, premier point. En fait, je peux dire, cette question n'est pas du tout provocatrice. Si elle sonne comme une provocation, c'est parce que les sciences humaines sont dans un anthropocentrisme radical. Elles ont été touchées à partir de Darwin, ils ont été obligés à reconnaître les privilèges des hommes et des femmes aux animaux. Donc, ils sont devenus anthropocentristes et zoocentristes, mais ils ont toujours négligé les plantes comme des êtres un peu inférieurs. Or, il se trouve que grâce à la recherche que Stéphane, des nombreux centres de recherche un peu partout dans le monde que Stéphane a nommé, on a maintenant prouvé de manière incontrovertible que, en fait, les plantes non seulement sont des êtres sociaux, mais elles pensent, elles parlent, elles sont non seulement sensibles, elles sont beaucoup plus sensibles, elles sont de formes de sensibilité beaucoup plus développées que les animaux, et on s'est rendu compte qu'en fait, si on avait du mal à reconnaître toutes ces habiletés
aux animaux, ce n'est pas parce que... aux plantes, ce n'est pas parce que voilà, les plantes ne font pas ça, c'est parce que si vous parcourez l'histoire de la biologie, en fait, on est habitué à poser les grandes questions métaphysiques, surtout face à des animaux. C'est surtout face aux animaux que nous sommes habitués à demander qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que cela veut dire être vivant, qu'est-ce que ça veut dire être en société, par exemple, et surtout qu'est-ce que cela veut dire penser, être intelligent, résoudre des problèmes. Lorsque vous pensez à des expériences scientifiques sur l'intelligence, vous pensez à des rats dans des labyrinthes, en fait. Vous ne pensez pas à des plantes dans des labyrinthes. Et pourtant, il y en a énormément d'expériences là-dessus. Donc, il y a un biais qui fait qu'on a demandé toujours à des êtres avec des cerveaux de nous dire qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et du coup, on a pensé que l'intelligence soit liée à la présence des cerveaux et des systèmes nerveux. Alors, il n'en est rien. Il n'en est rien tout d'abord pour une évidence. C'est ridicule d'imaginer que les 0 et quelques % des formes de vie, qui correspond au poids de formes animales dans les mondes, soient les seuls possesseurs d'intelligence, en fait. C'est un peu exagéré, c'est un peu, un peu arrogant de dire la totalité des formes de vie est bête et stupide, en fait. Tout d'abord parce que c'est ridicule, parce que toute forme de vie doit tout d'abord faire une distinction entre elle et les mondes, et toute forme de vie est confrontée à un nombre assez grand de problèmes. Donc toute forme de vie a une forme d'intelligence, en fait, et des perceptions du monde, même si ça ne passe pas par les cerveaux ou par les organes des sens, en fait. Et ensuite, même, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les neurosciences ou la neurobiologie était une approche très, très naïf, parce qu'on a fait du cerveau les sièges de l'intelligence, etc. Et on a mis de côté l'évidence que le cerveau est un système construit par une autre chose. Donc, si on dit les cerveaux, c'est un truc incroyable, etc., imaginez comment c'est intelligent l'embryon qui construit les cerveaux. Là, on doit arriver à l'intelligence et l'intelligence. C'est une espèce de... Donc, du coup, grâce à ces recherches, on s'est libéré de cette espèce d'hypothèse cérébrale qui avait marqué une certaine période de la recherche scientifique. Et on est arrivé à partir de 1978, on appelle ça la théorie de Santiago parce que ça a été pour la première fois énoncé de manière claire, radicale, dans un colloque à Santiago au Chili. On a posé l'équivalence absolue entre vie et intelligence, en fait. Donc toute forme de vie est intelligente au même sens que toute forme de vie, par exemple, ça se reproduit. Vous n'allez jamais dire d'un être vivant, que ce soit un champignon, un virus, une bactérie, eh bien oui, il est un être vivant, mais il ne se reproduit pas. La question, c'est comment ça se reproduit. Pas, il ne se reproduit pas. Et au même titre, à partir de ces moments-là, on s'est dit, on ne peut plus se dire qu'un être vivant n'est pas intelligent. La question, c'est comment l'intelligence, la sensibilité et donc la société prennent forme dans ces êtres vivants, en fait. Juste une dernière remarque, cette théorie-là qui est réémergée et qui a commencé à marquer la politique scientifique à partir de la fin des années 80, en effet, reprend une approche beaucoup plus ancienne qui a existé tout d'abord dans l'Antiquité tardive grâce aux stoïciens, mais qui était très très importante à la Renaissance et qui a marqué profondément au fond l'essor de la médecine européenne à partir du XVIe, XVIIe siècle. Cette identité entre vie et connaissance et cette volonté de dire la vie dans ses formes les plus élémentaires est déjà une forme de perception du monde et de connaissance. Ça a été vraiment le déclencheur de toute la médecine, notamment anglaise et italienne et allemande un peu,
en Europe. Donc, et c'est intéressant de faire ce parallélisme parce que justement, une fois qu'on s'est libéré maintenant de cet anthropocentrisme qui nous empêchait de voir des formes d'intelligence différentes végétales, voilà que la recherche renaît en fait et permet de constater plein d'autres choses sur la vie végétale, et pas que la vie végétale, parce que si c'est intéressant de parler sur la société des plantes, ce n'est pas juste pour faire notre petit exotisme biologique, dire « Ah tiens, même les plantes pensent, ah, sont quand même pas mal », c'est parce qu'elles nous obligent à repenser totalement les concepts d'intelligence et les concepts de société, en fait. Elles nous secouent profondément. Oui, et tu nous invites, avec la remarque finale que tu faisais, Emmanuelle, à ouvrir la question du côté de l'histoire des sciences. Donc, cette question de l'histoire longue, de l'anthropocentrisme d'un côté, le fait qu'on ait réussi à oublier à quel point les non-humains pouvaient faire société. Tu as sans doute aussi réfléchi à cette histoire-là. Et de l'autre côté, cette histoire longue, au contraire, d'une pensée du vivant beaucoup plus large que limité aux sociétés humaines. C'est aussi une des questions sans doute que tu avais abordées sur la question du XVIe et du XVIIe siècle. Oui, en fait, je pense qu'il faut peut-être se méfier des grands récits, c'est-à-dire d'une certaine manière, il faut des récits qui soient, il faut les pluraliser, c'est-à-dire je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Emmanuelle sur le... parfois c'est des questions de degrés aussi, parfois c'est aussi faire entendre la polyphonie au sein de ce monde scientifique, où tout le monde ne pense pas de la même manière, où il y a des tensions, où il y a des controverses. Donc tous ces secteurs donc, autour de l'intelligence des plantes, ça ne s'est pas fait dans la douceur. Il y a eu des controverses homériques entre ces différents chercheurs, parce qu'on leur a évidemment opposé une autre conception de la science, fondée au contraire sur la rupture entre perception et cognition, par exemple. Donc une autre conception de l'intelligence, qui c'est une conception qu'on pourrait dire plus élitiste, d'une certaine manière. Donc là, je suis assez admiratif de tout ce débat parce qu'il y a vraiment un effort, effectivement, comme tu l'as dit, pour revenir du point de vue des pratiques scientifiques, et souvent donc passer par l'expérimentation, inventer des dispositifs expérimentaux pour essayer de comprendre ces questions qui sont souvent des questions triviales. Est-ce que les plantes ont des facultés sensorielles ? Évidemment, si on pense au sens, à la vision, à l'ouïe. Donc, ils ont essayé de construire tout un ensemble des protocoles de recherche pour essayer de comprendre à chaque fois, avec effectivement des discussions précises. Et par exemple sur la vue, la question de savoir si les plantes pourraient avoir disposé de l'équivalent d'un œil, en fait. Donc à travers la question des capteurs de lumière, des capteurs sensoriels dans les feuilles. Alors, comme tu dis, c'est en ouvrant la question de la définition de l'intelligence, en fait, on ouvre la définition de ce qu'est l'homme, en fait. Et de toutes ces définitions emboîtées, empilées les unes avec les autres, et qui, alors peut-être, c'est l'envers de la Renaissance, on va dire la révolution scientifique, qui est plutôt un moment de mise en ordre. Moi, j'appelle ça plutôt la contre-réforme scientifique, pour reprendre le titre du beau livre d'Antonella Romano sur les mathématiques. C'est-à-dire, en fait, l'idée que, après un moment de foisonnement, d'une certaine manière, qui a lieu à la fin du Moyen-Âge et au moment de la Renaissance, de redécouverte en particulier, ou de réévaluation de philosophie de la nature ancienne, qui était plurielle, on a un moment aussi qui est un moment de réalignement ou de mise en ordre, et de fermeture d'une certaine manière. Bon, après, il ne faut pas non plus prendre cette
ce processus pour, et ça c'est un peu mon dada, prendre cette description pour archi-dominante. Hein, et c'est là où peut-être que j'ai un petit peu de difficulté avec l'histoire des sciences, qui a essayé d'imposer donc, ce grand récit en faisant croire que d'abord il s'était imposé plus ou moins spontanément dans la communauté des philosophes de la nature, alors qu'il a donné lieu à des batailles homériques pendant plusieurs siècles, mais que ces perspectives, on va dire, plus minoritaires, hein, dont celle dont tu parles, une vision plus stoïcienne, etc., tous ces héritages, en fait, ont continué à être des héritages vivants, en fait, hein, pour les hommes de science. Donc, l'idée, c'est peut-être aussi d'ouvrir cette boîte noire, c'est-à-dire que si on veut un petit peu donner sa chance à ces autres philosophies de la nature, il faut essayer commencer peut-être par aussi considérer que ce grand récit qui nous a été imposé, de manière un petit peu linéaire, il est en fait un récit beaucoup plus controversé, beaucoup plus questionné, hein, durant toute la première partie au moins de la révolution scientifique. Alors si je reviens à ces travaux de neurobiologie qui concernent la définition des plantes comme êtres sociables, on va dire, c'est-à-dire, bon, finalement, est-ce que ces plantes seraient dignes non seulement d'intérêt, bon ça on le savait depuis longtemps, mais aussi dignes de figurer parmi la liste, hein, des acteurs sociaux, hein, d'une certaine manière. Et là on voit bien que si on fait la liste, l'inventaire de tout ce qui s'est fait depuis une trentaine d'années, comme tu dis, depuis le congrès de Santiago, on est vraiment époustouflé par la créativité, hein, expérimentale aussi, de ces chercheurs pour essayer, d'abord, voilà, on a parlé de l'ouïe, on a parlé de la vision, on a parlé du toucher. Est-ce que les plantes auraient l'équivalent de notre toucher ? La mémoire, énorme sujet. Bref, si on lit toute cette bibliothèque d'études, de recherches, etc., qui aujourd'hui nous arrive de manière simplifiée par un certain nombre de livres, on est frappé par le fait qu'il est temps de réviser peut-être notre vision du vivant, et peut-être aussi, je pense par exemple à Darwin, par exemple, dans ses ouvrages sur la botanique, qui insiste, hein, sur l'idée de continuité du vivant. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire, au lieu d'être dans un zoocentrisme qui nous a quand même un petit peu obsédés depuis l'époque moderne, enfin depuis la Renaissance, il est peut-être temps, et même peut-être avant la Renaissance, il est peut-être temps effectivement de sortir d'une vision qu'on allait dire passive, hein, de ces plantes. Hein, souvent les expressions qui sont associées aux végétaux, c'est végétatif, vous voyez, toutes ces... là, on est plutôt du côté d'une sociologie de l'action, si j'ose dire. On est plutôt du côté d'une pensée de l'action. Ces plantes vivent, et on y reviendra un peu plus tard, elles vivent en commun. Hein, ça, c'était effectivement, depuis l'écologie scientifique des années 20, on s'intéresse aux communautés de plantes. Ce sont des êtres sociables aussi, parce que ce sont des êtres aussi qui vivent en réseau, qui communiquent. La question de la communication est fondamentale dans ces travaux de recherche. La mémoire fait qu'on a l'idée que dans la vie des plantes, il y a aussi la constitution d'expériences qui sont transmises. Hein, il y a le stockage d'informations, hein, chez ces plantes. Donc, vous lisez ces traités, hein, je les prends vraiment comme des traités. Ce sont des traités de sociologie, hein, d'une certaine manière, si on voulait sociologiser encore le débat. Mais c'est vraiment à prendre au sérieux, parce qu'elle réhabilite, disons, l'objet plante, végétale,
dans je dirais la chaîne ou dans l'ordre des dignités, si j'ose dire, de l'anthropomorphisme habituel. Est-ce que tu pourrais rebondir et nous donner quelques exemples un peu précis, Emanuele, de toutes ces recherches dont vous parlez tous les deux, mais qu'on n'a pas forcément tous lus, donc en développant un petit peu des cas précis, pourquoi pas peut-être à partir des arbres, à moins qu'on en parle plus tard de l'expo, mais nous donner quelques accroches pour nous faire sentir aussi cette révolution dans les sciences botaniques. Et oui, peut-être sur deux points, parce que justement, comme Stéphane a dit, et comme toi tu avais demandé, donc ce qui est intéressant au-delà de la réhabilitation des plantes comme des êtres qui ont la même dignité que les animaux, etc., ce qui est intéressant dans toutes ces recherches, c'est qu'il nous oblige à repenser ce que c'est un organe des sens, ce que c'est la perception, ce que c'est, par exemple, l'ouïe, la vision, etc., et à revoir tout cela à l'aune du dogme, qui n'est même pas un dogme, de l'évidence principale de la biologie depuis Darwin, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit partage la même machinerie de base. Donc, de fait, peut-être on n'est pas tous fils et filles d'un seul être vivant qu'on appelle normalement Lucas, c'est-à-dire Last Unique Common Ancestor. Peut-être s'il y en a 2, 3, 4, 5, mais on partage de fait tous cette même structure génétique, cette même machinerie. Donc on est la même vie qui s'est transformée à plusieurs reprises, dans plusieurs façons. Donc au fond, les présupposés pour comprendre même les rapports, les plantes, les animaux, la différence, c'est que plantes et animaux sont des choix différents qui se sont posés à des temps différents, mais du même vivant, en fait. C'est-à-dire décider d'ouvrir de trous dans les corps, dans la tête, pour faire entrer quelque chose et couper les mondes sous l'aspect de la lumière, couper les mondes sous l'aspect de la ouïe, couper les mondes sous l'aspect de l'odorat, c'est-à-dire filtrer tout ce qui est en face de nous et les réduire en lumière, filtrer tous les mondes qui sont en face de nous et les réduire en son, filtrer tous les mondes, tout l'ensemble des choses qui sont en face de nous et les réduire en odorat. C'est une stratégie qui a commencé à un certain moment, mais c'est l'une des stratégies possibles des relations avec ce qui est en face de nous. En fait. Donc pour comprendre même qu'est-ce que cela veut dire s'interroger sur la perception végétale, il faut partir de là. En fait, les organes des sens ne sont pas l'évidence, c'est juste une invention, plus ou moins, un bricolage plus ou moins fonctionnel que les animaux ont mis en place pour raisons bien précises et que les plantes n'ont pas mis en place pour d'autres raisons bien précises. C'est-à-dire, on a des organes des sens qui filtrent le monde et on a une mémoire très très développée, par exemple, par rapport à ce qu'on voit, on entend, etc., pour une raison bien précise, parce qu'on bouge tous les temps, en fait. Si on ne bougeait pas, si on était comme des plantes, on n'aurait pas besoin d'avoir des organes des sens. Parce que ça n'a aucun sens si vous êtes tous les temps au même endroit, voir les mêmes tableaux 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pendant 300 ans, ben c'est un peu inutile en fait. Donc, et ouïr la même musique tous les temps, vous l'oubliez tout de suite. Donc vous voyez, donc, il y a quand même une... Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas percevoir les mondes et qu'il ne faut pas avoir un rapport avec les mondes. Donc, mais juste, on développe anatomiquement d'autres stratégies. Alors pour comprendre l'autre grande... intuition des botanistes, avant de venir à quelques exemples concrets, l'autre grande intuition des botanistes, c'est que la plante, et c'est l'autre raison pour laquelle la plante ne pourra jamais avoir des organes, des sens, mais des organes tout court en fait. Qu'est-ce que c'est un organe? C'est de fait la vie animale est une vie qui se développe, qui très vite, à partir du premier stade de la vie de l'embryon, développe des parties du corps qui vont exploiter pendant toute notre vie une seule fonction. Cette partie de notre corps va passer toute la vie à capter la lumière. Cette partie de notre corps
va passer toute sa vie à capter des sons. Or, dans l'écorce végétale, ça n'existe pas, en fait. L'écorce végétale est un corps énormément plus plastique, est un corps où toute chose peut devenir au fil du temps l'opposé. Voilà, la feuille peut devenir une fleur. Vous savez que la fleur, c'est une modification de la feuille. C'est pas comme nous, on a un sexe qui se forme très vite. D'ailleurs, si vous avez des enfants, vous savez qu'à la première échographie, on voit immédiatement les sexes de votre enfant. Et c'est un truc troublant. La plante, ben, cet arbre-là, je ne sais pas si c'est l'olivier, je ne l'ai pas plus hier, j'ai eu la même question, je ne les vois pas, je vois très mal, mais les sexes de cet olivier, c'est-à-dire les fleurs qu'il va développer, non seulement ils n'étaient pas là lorsqu'il est né, mais il les développe à certains endroits, il les jette, il les reconstruit. Donc la vie végétale, c'est une vie profondément métamorphique. C'est ce qui a donné lieu à cet magnifique ouvrage de Goethe, qui a pillé et plagié énormément d'autres biologistes, comme la plupart des choses qu'il a écrites, mais qui a marqué profondément l'imagination aussi pas que des biologistes, des littéraires. Et pourquoi la plante ne peut que faire ça? Parce que, imaginez, encore une fois, de rester, même pas à Marseille, ici, pendant toute votre vie. Évidemment, à bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va arriver, et un lion, une girafe, non pas une girafe parce qu'un lion, je sais pas, ou des insectes qui vont commencer à vous manger. Et si vous mettez les capteurs de la lumière éventuellement juste ici, ben, au bout de 2 ans, vous n'auriez plus d'œil. En fait, la plante est un être qui, à cause de son stabilité, doit repenser constamment doit réparer constamment, éventuellement, les dommages éventuels, en fait, premièrement, et surtout construit d'emblée, en avance, une quantité infinie de plan B, en fait. Par exemple, la plante n'a pas un seul sexe, elle a 450 sexes. En fait. Imaginez quelle belle vie, de ce point de vue, est celle d'un arbre séculaire, en fait, où la plante n'a pas 2 yeux, il en a, si on prend ce parallélisme entre œil et feuille, comment dire, la partie qui leur permet de se relationner au soleil, cet arbre-là, il en a 300. En fait, donc, il doit multiplier les organes à l'infini. Et donc, tout d'abord, pour comprendre toute cette série, pour comprendre ces recherches et pour comprendre pourquoi ces recherches sont intéressantes, il faut partir de là, en fait. Ces recherches nous obligent à repenser, même d'un point de vue biologique, mais pourquoi nous, on passe par la perception, par des organes des sens, pour avoir un rapport avec les mondes. Pourquoi on a choisi, pas nous, pas les humains? Parce que là aussi, ce qui est intéressant, à juste titre, Stéphane parlait de l'idée de la continuité du vivant. Même les corps humains à, c'est difficile, mais je ne sais pas, 3%. En fait, si vous prenez votre code génétique, la plupart de ce code est fait par des morceaux, par des bribes, des formes de vie différentes, des virus, des bactéries, énormément de virus, bactéries, poissons, ça arrange évidemment, mais même sans passer par la génétique, qui est un truc compliqué, prenez les corps d'un homme, ben, les yeux ne sont pas humains parce qu'il y a plein d'espèces qui ont des yeux, les cheveux ne sont pas humains parce qu'il y a plein d'espèces qui ont des poils, le nez n'est pas humain, n'a rien d'humain parce qu'il y a plein d'espèces qui ont des... Donc, notre forme est la stratification, la sédimentation d'expérimentation anatomique que la vie animale a fait au fur et à mesure de son histoire sur cette planète, et qui voilà, que petit à petit, voilà, on a commencé à percer des trous ici, ou à percer des trous. On a un moment, par exemple, ce qui est intéressant, et c'est un thème qui a été très très important, par exemple, pour les sciences sociales français, si vous y réfléchissez, la plupart des organes d'essence, c'est-à-dire des trous dans un animal ou dans certains animaux, c'est dans la tête. Donc pourquoi on a choisi un moment de concentrer tout ici et pas mettre des yeux ici ou de... Donc première chose, voilà pourquoi c'est intéressant, et
comprendre la perception de... Et voilà, comment dire, il faut s'interroger. Qu'est-ce que c'est la vie? Percevoir, c'est quoi? C'est avoir une interaction, entre guillemets, consciente avec les mondes. Les plantes l'ont, ils sont parfaitement capables de savoir ce qu'il se passe autour d'elles, et ils les sont de manière très différente. Ils les font, évidemment, comme il n'y a pas de... Ils n'ont pas, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, elles ne veulent pas spécialiser des particules. Donc la communication se fait par voie chimique et elle s'est fait par voie aérienne à travers des hormones. Par exemple, on sait très bien que lorsqu'une plante est attaquée par des insectes, elle libère des hormones qui permettent aux autres plantes autour d'elle de commencer à se défendre, d'émettre des substances qui sont des poisons pour l'insecte et qui font que, ou des choses qui rendent les goûts de la feuille pas intéressant pour l'insecte et qui font que les autres vont se défendre. Même chose, par exemple, les cyprès. On a découvert que les cyprès sont des plantes particulièrement résistants au feu, parce qu'ils montent, dès qu'ils sont attaqués par les feux, ils montent les températures pour éviter d'être... Mais ils sont aussi capables de communiquer par la même voie hormonale aux autres cyprès, ce qui fait que, si vous voyez souvent, il y a des images d'incendie où il y a des fils des cyprès qui restent intacts, en fait. Mais des fils, pas juste un. Donc, il y a une espèce de... Et il y a aussi une communication, il en a parlé, Stéphane, qui s'est fait par voie souterraine et qui s'est fait par voie... interspécifique, c'est-à-dire comme la communication est beaucoup plus facile parce que ça passe par voie hormonale, ça ne doit pas passer par voie chimique, dans les cas ça ne doit pas passer par des organes, etc. C'est rapide, donc il y a une communication qui s'est faite avec les champignons avec qui les plantes sont en contact. Et juste peut-être la dernière chose, la même chose, on pourrait faire tout ce que je vous ai dit à propos de la perception pour la question sociale en fait. Donc, si c'est intéressant de se pencher sur la société des plantes, c'est parce que, et c'est à cause de ça que ce thème a explosé aujourd'hui, parce que les plantes nous obligent à réimaginer les mécanismes fondamentaux de faire société. Mais je ne vais pas, parce que j'ai déjà trop parlé. Enfin. Alors, justement, c'était l'un des points importants de notre débat. Essayer de penser la question politique, la question... morale à partir du moment où on a mis en place donc ou accepté l'idée de cette société des plantes avec toutes les transformations dont vous avez parlé toutes les deux et en partant d'un nouveau type de perception, d'une autre manière de communiquer, mais néanmoins qui fait communauté. Qu'est-ce que ça signifie pour nous par rapport à notre société, à nous? Comment on les intègre? Comment on pense avec les plantes politiquement? Stéphane? Je voulais juste revenir, mettre une note en bas de page par rapport à ce que tu disais. J'étais tout à fait sensible au fait que la question du cerveau, hein, qui a obsédé d'une certaine manière et qui obsède toujours une partie des sciences médicales, en particulier aujourd'hui, sciences cognitives, et un petit peu questionné ou décentré par ces recherches. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans un premier temps, ces naturalistes, ces sciences expérimentales se sont inspirés des travaux de sciences sociales, parfois. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, on pourrait dire que l'influence se fait en retour, d'une certaine manière, et on a, d'une certaine manière, des recherches qui relèveraient, on pourrait dire, des sciences cognitives sans cerveau, avec ces sciences naturelles. Et je trouve que c'est vraiment une très belle image, en fait, hein, de ce que ces sciences dures peuvent apporter aussi au dialogue et à l'approfondissement des questions en sciences sociales, à un moment où on assiste au triomphe, si j'ose dire, y compris dans les programmes scolaires,
des spécialistes des sciences du cerveau, des sciences cognitives, etc., qui pensent avoir, en naturalisant les questions sociales, pensent avoir tout résolu. Et là, on voit bien que, en fait, dans la communauté des spécialistes du vivant, c'est beaucoup plus compliqué. Et je trouve que les plantes là apportent une matière à réflexion, à penser très, très intéressante. Alors, si on revient à la question politique et morale, là aussi, il y a deux types de traditions. Une qui relève plutôt de la philosophie, de l'éthique environnementaliste et qui penche du côté d'une réflexion sur, on va dire, la personne morale, en fait, de ces êtres naturels. Comment les faire entrer dans une communauté morale. Voilà, ça il y a une longue tradition philosophique sur ces questions-là. Et puis il y a une tradition plus d'écologie politique, évidemment, qui porte plus à redéfinir notre communauté politique en y faisant entrer, en la décentrant de son anthropocentrisme et en y faisant entrer, alors à ce moment-là, les autres êtres naturels, pas simplement d'ailleurs vivants, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que on a contesté le zoocentrisme, mais on n'a pas tellement questionné le biocentrisme, hein, c'est-à-dire que pour beaucoup de communautés humaines, il y a aussi un rapport avec des objets qu'on va dire inanimés, enfin inanimés pour nous, comme les pierres par exemple, et qui font partie aussi de cette communauté morale et politique. Et ça, c'est un élément qui revient beaucoup, grâce à l'anthropologie bien sûr, qui nous invite à repenser. Et du côté aussi d'une réflexion autour d'un nouvel animisme, par exemple. Tous ces travaux de sciences naturelles nous invitent à réanimer la nature, ou plutôt simplement à voir qu'elle est animée. Le saut qualitatif, hein, maintenant, consiste à les considérer soit comme des personnes morales, soit les faire entrer comme acteurs politiques. Alors là, évidemment, l'anthropocentrisme habituel de nos philosophies politiques résiste autant qu'il peut, soit sur le mode de l'ironie. Oh là là, les plantes, on va pas quand même accorder à la forêt un statut politique ou à l'Amazonie. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé durant l'été, même ces questions-là perdent beaucoup de leur ironie. Hein, et on commence à dire, finalement, il faut peut-être se mettre sérieusement à réfléchir à une nouvelle philosophie politique, hein, qui intègre mieux ces questions-là, en accordant aussi des droits. Hein, parce que la question politique, ce n'est pas juste une question de philosophe, hein, c'est aussi une question de juriste, c'est aussi une question de... Donc là, du côté des sciences sociales, on a déjà commencé depuis plusieurs décennies, et certaines communautés, évidemment, dans le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Équateur, se sont intéressées à faire reconnaître ces droits à des éléments de la nature. Ce n'est pas souvent des plantes, c'est plutôt des gros objets, donc des fleuves, des montagnes. Et c'est peut-être qu'il faudrait là s'intéresser à ce problème de l'échelle, dans les degrés de reconnaissance politique et morale des objets, des êtres naturels. Pour prolonger cette discussion, Emmanuel, est-ce que tu veux bien nous montrer quelques images de l'exposition ? Oui. Parce que ça, j'en ai pas parlé quand je t'ai présenté, mais Emmanuel fait partie du commissariat et a été l'un des conseillers scientifiques de la grande exposition à la Fondation Cartier, vous savez, Nous les arbres, qui est encore en cours d'ailleurs jusqu'à novembre. Et je me disais que pour finir notre discussion, avant de donner la parole à la salle, ça pourrait être intéressant de parler de cette question de la communauté politique par rapport en partie à l'Expo, qui avait elle-même un positionnement assez militant sur cette question. Oui. Alors peut-être pour la question politique, on peut dire deux choses, une sans images et l'autre avec les images. Si on parle de plantes et politique, les plantes nous permettent, les arbres, les plantes nous permettent de penser une politique autre, différente, alternative,
Et c'est pour cela qu'on a recommencé à en parler énormément, je vais revenir, et il nous oblige à penser différemment, autrement, notre même politique. Et là, c'est l'un des aspects fondamentaux de l'expo. Alors, pour ce qui concerne les premiers points, en fait, cet engouement pour les plantes a été déclenché par plein de raisons. Il y a une évolution propre à la botanique. Les botanistes que Stéphane a cités, mais d'autres aussi, Francis Allais en France, Gilles Clément qui n'est pas un botaniste, mais il y a toute une génération des vrais pionniers, Carl Nicholas aux États-Unis, des pionniers qui ont transformé la botanique de sciences qui étaient un peu égarées dans la classification de formes végétales et de la multiplicité de la richesse de la biodiversité végétale, ce que la botanique a été pendant des millénaires même, en métaphysique alternative du vivant. En fait, Francis Allais, Stefano Mancuso, Anthony Treuhavas, Carl Nicholas, ils ont tous des botanistes qui se sont dit il faut en finir avec le fait que c'est seulement la zoologie qui nous dit ce que c'est un vivant. Il faut demander aux arbres, aux plantes, même aux pissenlits, de dire quel est le secret de la vie sur cette planète. Donc là, il y a et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment des plantes de manière différente. Mais les déclencheurs culturels a été un livre d'une très très grande, sympathique et géniale garde forestière allemande qui s'appelle Peter Wohlleben, qui publia il y a quelques ans un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, qui fut un succès énorme, mais vraiment énorme et totalement inattendu en fait, en France et en Allemagne surtout, et en France où une petite maison d'édition a acheté par hasard les droits et est devenue la maison d'édition la plus riche de la nation. Et tout d'abord c'est réjouissant parce que c'est bien qu'il y a 2 millions de personnes en France qui lisent sur les arbres et pas sur, je ne sais pas quoi, sur les immigrés comme méchants, etc. Donc c'est un très bon signe. Mais ce livre, a plus c'est intéressant parce que lorsqu'on interroge, ce n'était pas les premiers livres de Peter, c'était les livres où Peter s'était dit, mais je veux arrêter de donner un signe, je veux arrêter de dire le monde est horrible, nous allons mourir, il y a une catastrophe, je veux donner des grands d'espoir. Et hop, les livres, parce qu'il avait écrit 16 livres avant celui-là. Donc et pourquoi un grand espoir? Parce que c'est un livre qui, au fond, reprend la grande révolution qui a eu lieu dans les années 60 en biologie, qui est liée à une nom de la peut-être plus grande biologiste du siècle dernier, qui est Lynn Margulis, qui a découvert un fait fondamental, c'est-à-dire que la naissance de la cellule eucaryote, c'est-à-dire de la cellule qui est à la base de toute forme de vie supérieure, ne peut pas être expliquée à travers de dynamiques de compétition. En fait, ce n'est pas la guerre des tous contre tous qui permet à la nature et à la vie de s'améliorer et d'enrichir sa propre diversité. Les plus grands sauts que la vie ait fait sur cette planète a eu lieu grâce à un processus d'entraide, collaboration, symbiose en fait. Or, pourquoi les plantes sont intéressantes, pourquoi les plantes ont affaire avec ça? Donc, Margulis a imposé cette vue et elle a renversé, mais complètement renversé la biologie contemporaine qui était liée avec Darwin, avec cette idée assez belliciste. Et j'ajoute toujours, parce que sinon Stéphane va me reprocher encore une fois de faire des trop grands récits, que j'ai simplifié les choses, il y a des guerres, etc. Mais disons que c'est une ligne, c'est une révolution qui a vraiment secoué les fondements profonds de la réflexion biologique. Et pourquoi les plantes là sont devenues des protagonistes? Parce que tout d'un coup, si la force principale du façonnage de la vie sur la Terre est la symbiose, l'entraide, la collaboration, eh bien les plantes deviennent forcément l'être vivant paradigmatique. Pourquoi? Tout d'abord parce que, comme je vous ai dit, ne se mangent pas entre eux. Ils n'ont pas besoin de manger, d'ingurgiter d'autres êtres vivants pour vivre. Donc une communauté des plantes est une communauté qui a ses petites hostilités, ses antipathies, etc. Mais ce n'est pas une communauté fondée sur la guerre d'une espèce contre les autres, en fait. Ou beaucoup moins que les communautés animales.
Et les messages du livre, c'était, de livre de Pet, de volet, mais c'était, si on veut comprendre comment vivre ensemble, il faut regarder les forêts. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la symbiose. Et en général, effectivement, même d'un point de vue trophique, même d'un point de vue de la chaîne nutritionnelle, les plantes sont les mystères, incarnent ce mystère bizarre qui fait que c'est une vie qui se construit, parce que tout ce que les animaux mangent, par voie directe ou indirecte, ce sont des plantes. Même si lorsque vous mangez un animal, vous mangez la vie que la plante a rendue possible sur Terre, en fait. C'est-à-dire, vous mangez les soleils. Lorsque vous mangez, vous cherchez les brins de lumière qu'une plante, peut-être il y a des millions d'années, a insufflé dans la chair minérale de Gaïa. Donc, ce sont les plantes. Vous mangez de toute manière la lumière captée par des plantes. Et la plante, donc, c'est ce mystère bizarre d'une vie qui construit son propre corps pour le faire vivre par d'autres, en fait. Donc, c'est les caractères fondamentaux de la plante, c'est cette espèce d'étrange... voilà, la vie doit être toujours faite pour être vécue par d'autres personnes. Et même nous, au fond, moi, j'ai construit une vie pour que ma fille puisse le vivre. De fait, c'est comme ça, d'un point de vue strictement biologique. Donc, voilà pourquoi les plantes incarnent une autre politique, une idée différente de politique. Pour ce qui concerne notre politique différente, je vais très vite, c'est en fait, lorsqu'on parle de politique, on parle de ville, parce que politique vient du mot ville, polis en grec, et la ville occidentale s'est construite toujours en opposition justement aux communautés végétales. C'est construit toujours en opposition aux forêts. Forêt vient du latin foris, qui veut dire à l'extérieur d'eux. Et donc, on a rejeté à l'extérieur du corps minéral de la ville tout ce qui est forêt. Et ce qui se passe maintenant aujourd'hui, c'est que, il faut dépasser cette opposition entre ville et forêt. Il faut penser d'un côté la ville comme habitée par des forêts et la forêt comme un fait urbain, en fait. Et là, c'était l'une des thèmes majeur de cette expo. Tout d'abord, la première salle de cette expo était remplie de plusieurs tableaux de ce peintre brésilien qui s'appelle Luiz Zerbini, qui met en scène des forêts urbaines. Donc, parce que aussi, ce qui est important, par exemple, la forêt amazonienne, qu'on a longtemps considérée comme une forêt vierge, est en fait née sur de lieux qui étaient fortement habités par des humains. Donc, il n'y a pas d'espace qui soit non humain par soi. Mais je ne vais pas faire les tours parce que j'ai déjà trop parlé. Mais pour revenir, par contre, à l'idée des comment repeupler, ça ne fait pas partie de l'expo. Hein, mais c'est juste pour clore sur des images un peu plus sympathiques. En fait, il y a des tours qui ont été construites à Milan par un architecte qui s'appelle Stefano Boer. Cette tour s'appelle forêt verticale, et c'est un geste qui, à mon avis, est très, très fort d'un point de vue symbolique. Il faut regarder ça comme des monuments. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, la forêt était considérée comme ce qui est à l'extérieur, comme ce qui gît à l'extérieur de la ville. Là, cet architecte a fait, tout d'abord, a rapatrié les forêts en ville. Ce sont des gratte-ciel où à chaque étage, ou presque, il y a deux arbres en fait, et dont les arbres sont les premiers habitants de ces forêts. Donc, aller en forêt ne signifie pas quitter Marseille, quitter Paris, signifie rentrer chez soi en fait. Donc, vous rentrez chez soi, vous rentrez en forêt, dans la forêt verticale. Donc déjà, symboliquement, c'est quelque chose de troublant. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est qu'il a pris l'icône par excellence de la modernité, du progrès, la tour, et il en a fait une forêt. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que la forêt soit la préhistoire de la ville, que la forêt soit l'Amazonie, quelque chose d'un peu primitif, préhistorique, bizarre. Non, en fait, c'est la modernité. La forêt, c'est notre futur, et c'est la modernité qui doit nous amener vers la forêt. En fait, c'est la ville qui doit être reconnue comme forêt interspécifique et habitation multispécifique.
Merci à tous les deux. Avant de donner la parole à la salle, Stéphane, est-ce que tu veux Je peux juste rebondir sur cette question de la forêt, de la ville? Parce qu'effectivement, au XIXe siècle, pendant la période romantique, il y a des utopies, des fictions, des romans qui sortent sur la grande peur pour ces grandes villes, pour ces grandes métropoles, c'est le réensauvagement. C'est-à-dire, donc il y a par exemple un roman durant la période victorienne qui s'appelle Londres sauvage, qui se passe à Londres dans un futur où la ville serait tombée en ruine et elle aurait été revégétalisée, complètement réintroduite. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça renvoie aussi à la mise en évidence de cette tension entre nature domestiquée et nature sauvage sur laquelle souvent on revient aujourd'hui. Mais il y a un élément qui est aussi, il y a une piste pour reconnaître ou pour faire entrer les plantes dans cette communauté morale et politique, qui est le fait que les travaux des neurobiologistes insistent beaucoup aussi sur, alors c'est moins gai, hein, vous allez voir tout de suite, vous allez moins aimer cette piste, mais sur la douleur. Hein. Les plantes sont aussi des êtres qui souffrent. Hein. Donc ils ont une mémoire du stress, comme tu l'as dit. Il y a une perception du danger, c'est-à-dire plutôt qu'insister sur la compétition, comme on le faisait jadis dans la description du vivant, plutôt qu'insister simplement sur la coopération. On insiste beaucoup sur l'idée que cette communauté que représenteraient les plantes, ça serait aussi une communauté d'affect, hein, une communauté qui souffre. Hein, et là, on voit bien effectivement comment, bon, ça on connaît bien par contre, hein, nous, côté humain, on sait comment construire des communautés politiques hein, sur des souffrances, sur des... Alors, dans un contexte de crise environnementale, ça c'est évidemment une piste, c'est un levier hein, qui permet d'une certaine manière de faire le pont entre des travaux scientifiques d'un côté, et puis expérimentaux, et puis de l'autre côté, une dimension plus politique, la formulation d'une cause, la cause des plantes, la cause des arbres, comme tu l'as dit. Et je pense qu'il faudrait qu'un sociologue s'intéresse au succès de ces livres. Pourquoi un tel succès? Pourquoi un tel engouement? Le retour de l'arbre et des livres d'Alain Corbin jusqu'à Peter Wohlleben. Il y a tout un continent d'ouvrages qui sont parus ces dernières années, hein, qui montrent bien. Alors, chez Corbin, c'est pas la forêt, c'est l'arbre des haies. C'est-à-dire c'est un arbre individualiste d'une certaine manière. C'est un arbre qui est seul, hein, au fond du jardin, au fond du bocage, hein, c'est l'arbre du bocage. Et puis, donc là, on a une description d'un monde végétal très, très varié. Je dirais que c'est vraiment entre la forêt dont tu parles, la forêt urbaine, les friches. Il y a là un certain nombre de pistes, disons, dont on peut se saisir pour repolitiser aussi la question du végétal. Voilà, je voulais terminer sur ça. Merci beaucoup. Il nous reste juste un quart d'heure, donc je propose de laisser la parole à la salle s'il y a des questions.